Quand on commence une conférence, on dit souvent qu'on est content d'être ici. Hein? En général, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est particulièrement vrai. Là, c'est vraiment vrai. Des collègues, des amis, des anciens professeurs, des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vus, mais on parle de sujets passionnants et on se voit en vrai, hein, en 3 dimensions. Ça fait vraiment du bien. Alors, c'est vrai que je suis content d'être ici, puis c'est vrai que je suis très content que on m'a invité à faire cette conférence-là, même si je m'étais dit, puisque mon programme de l'automne est très chargé, je m'étais dit que j'allais refuser toute invitation qui allait s'ajouter à ma charge. Mais étant donné que c'était une si belle invitation, je n'ai pas pu refuser. Alors, Nicolas et Simon, merci d'avoir ajouté à ma charge de travail. Vous me devez une bière, chacun. Ils m'ont demandé un titre de programme, bien entendu, de ma conférence, avant même que j'aie réfléchi à ce dont je vais vous parler. Alors, c'était pas facile pour moi d'y réfléchir. Puis, de toute façon, les titres, j'ai toujours eu de la difficulté à ça. Quand j'écris un texte, j'arrive jamais à générer un titre que je trouve pertinent. Mais chose certaine, je savais que je voulais pas faire un état de la recherche, je voulais pas faire un historique, je veux pas présenter de théorie, de best practices, comme on dit en anglais, sur la décolonisation, sur l'autochtonisation, parce que je juge que vous êtes au moins, sinon autant, sinon plus outillés que moi pour documenter ces sujets-là, et aussi bien, parce que je m'adresse quand même à des professeurs ou des anciens ou à des doctorants. Alors, je ne me sentais pas nécessairement le mieux placé pour faire ça. Alors, ce que je propose de faire, c'est partager peut-être davantage mes observations, mes réflexions. Ça fait quand même 20 ans que je travaille dans le domaine à différents niveaux. Et puis, je veux vous partager ça. Donc, ce que j'ai observé, ce que j'ai vécu, si on veut, en tant que moi-même Huron-Wendat, c'est-à-dire avec mon propre biais, je l'avoue candidement, mon propre agenda, comme on dit encore une fois souvent en anglais, mais aussi en tant que sujet d'étude moi-même. Et je vais y revenir dans quelques instants. Aussi en tant qu'historien, historien indépendant, donc qui publie et qui présente des résultats de recherche dans des sphères scientifiques et académiques. Et enfin, en tant que conservateur, archiviste, historien, c'est les différents titres qu'on m'a donnés, puisque j'ai œuvré ou que j'œuvre toujours dans des institutions de mémoire publique, dont 3 nationales, Parc Canada, Musée canadien de l'histoire, comme Nicolas disait, et Bibliothèque et Archives Canada. J'ai compris effectivement assez tôt que j'étais moi-même un sujet d'étude. J'étais dans le bureau de Denis Delage, que tout le monde connaît, je le pointe, il est arrivé tout à l'heure, fin des années 90, lorsque nous étions encore jeunes, Denis, n'est-ce pas? Et on devait parler de Huron, comme d'habitude, parce qu'à l'époque, c'est de ça qu'on parlait. Et là est rentrée une étudiante française dans son bureau, et on devine qu'elle vient étudier les Indiens du Canada. Et non seulement elle étudie les Indiens du Canada, mais elle étudie aussi les Hurons de Lorette, hein, les Hurons-Wendat de Wendake. Alors, ce que j'ai trouvé très drôle à l'époque, mais Denis se trouvait encore plus drôle, mais ce qui est arrivé, c'est que, donc, Denis regarde l'étudiante dont j'oublie le nom. Alors là, on va l'appeler, je sais pas, Sandrine, c'est bon, Sandrine? Alors là, il regarde Sandrine, et là, il me regarde, il regarde Sandrine, il me regarde. Et là, il dit à Sandrine, « Sandrine, voici ton sujet d'étude, en me pointant. » Et là, il riait. Moi, je souriais, pas que j'étais insulté, mais je ne comprenais pas ce que ça, encore à cette époque-là, ce que ça signifiait d'être un membre, finalement, d'une population étudiée. Parce qu'il faut l'avouer, les Hurons-Wendat, on est parmi les plus connus, on est parmi les plus étudiés depuis très longtemps. On a des particularités aussi qui nous distinguent. On est très urbanisé, on est très métissé, ce qui engendre des points de vue, des opinions des autres nations autochtones hein, qui nous considèrent plus des Indiens, excusez, je le mets entre guillemets, mais aussi les Québécois qui aiment bien rappeler nos arbres généalogiques dans un esprit que je juge un petit peu de dénigrement. Et donc, ce regard-là de l'autre, ça nous oblige à le considérer. Et c'est comme si, de facto, on était situé, casé, catégorisé selon les attentes de l'autre. Et quand on prend position, quand on s'exprime, quand on s'affirme publiquement, eh bien, j'ai l'impression que ce poids-là, ce regard-là, a un impact quand même. Mais je vais revenir sur ces idées-là dans quelques minutes.
Ensuite, je suis devenu historien de formation. J'ai une maîtrise en histoire et c'est en grande partie à Denis Delage, je tiens à souligner. À l'époque, je travaillais dans les archives pour le Conseil de la Nation Huron-Wendat sur des dossiers de revendication. Et je croisais Denis Delage dans la 801 ou la 800, là, pour ceux qui habitent Québec, c'est ce qui nous amenait sur le campus de l'Université Laval. Et Denis, il me disait, Denis, je l'avais connu au bac, et là, il me disait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, grand niaiseux? Il me semble que tu m'appelais de même, Denis, grand niaiseux. C'est un petit mot doux, c'est pas un grand niaiseux pour m'insulter, c'est un petit mot doux. Et là, il me disait, fais au moins ta maîtrise. Et là, il faut se rappeler que moi, à l'époque, je joue de la guitare dans un band punk rock. Fait que faire une maîtrise en histoire, c'est comme, ouais, peut-être, c'est comme pas ma priorité, j'avais pas ça en tête. Mais comme Denis m'expliquait, pour me convaincre, il me disait que, et là, Denis, tu te souviens où je m'en vais, il me disait, un Indien instruit, c'est rare comme la marde de pape. Et laissez-moi vous dire, il n'avait pas tout à fait tort. Disons que ça... En tout cas, j'ai suivi son conseil, j'ai fait ma maîtrise sur les colliers de wampum, comme disait Nicolas. J'ai écrit mon premier article dans Recherche amérindienne en 2005, j'étais très fier. Et sans que je le sache, bien, ce mémoire de maîtrise-là m'a ouvert des portes énormes, énormes. Et c'était un premier pas pour moi vers le monde des musées, parce que je me suis intéressé à l'histoire des collections. Mémoire qui a été publié chez Septentrion en 2004. Encore une fois, une petite anecdote. Je me souviens, Gilles Herman, que j'aime beaucoup à Septentrion, quand il a lu ma biographie, parce qu'on écrit toujours la biographie derrière l'ouvrage, là, il a dit « Hein, t'es Huron? » Il était surpris. Il faut se souvenir que 10 ans plus tôt, Septentrion avait écrit un livre plutôt anti-Huron, soyons honnêtes, la fin des alliances franco-indiennes sur le fameux traité de Murray. Alors, peut-être qu'il était surpris qu'un Huron ose aller publier chez Septentrion. Est-ce que c'est surprenant que je sois allé cogner à leur porte? Non, moi, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que Septentrion, c'est probablement une des meilleures maisons d'édition francophones en histoire. Alors, pour moi, c'était occuper l'espace, occuper cet espace-là, prendre la place, prendre ma place, être présent, être visible. Et je remercie Septentrion de m'avoir donné cette visibilité-là. Maintenant, on peut se demander, OK, mais qu'est-ce que ça change d'être Huron-Wendat et historien? Moi, je trouve que ça change plein de choses. D'abord, certains dangers d'instrumentalisation par les chercheurs, entre autres, qui veulent inclure des voix, des perspectives autochtones. Mais il faut que je leur rappelle régulièrement que me consulter, moi, ça ne consiste pas en consulter la Première Nation Huron-Wendat. Je ne suis pas un représentant d'eux, dans le sens que je ne suis pas délégué. Je ne représente pas le point de vue de la nation Huron-Wendat, qui est, on le sait, on l'a mentionné ce matin, parfois très politisé. Ça ne m'appartient pas, même si j'appartiens à cette nation-là. Je peux être instrumentalisé aussi par différents comités, des comités de toutes sortes, hein, des institutions, des groupes de recherche qui ont besoin d'une voix autochtone au sein de leur conseil, par exemple, conseil d'administration. Et parfois, je dois vraiment évaluer les demandes, puisqu'on le sent que ce n'est pas exactement pour les bonnes raisons. Ils viennent chercher... Il y a toujours le danger de l'Indien de service, hein, vous comprenez l'expression. Ça peut vouloir dire aussi être un historien Huron-Wendat de se faire dire, effectivement, par le grand chef de l'époque. Il faut faire attention aussi entre les chefs qui représentent différentes valeurs, différentes perspectives. Donc, de me faire dire par le grand chef ou d'autres collègues de Wendake de faire attention à tel ou tel chercheur parce qu'il a écrit contre nous. Il y a des jeux de pouvoir. Moi, je me retrouve un petit peu entre l'arbre et l'écorce. C'est comme si on me demandait de choisir un camp. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. J'ai envie de me distinguer, j'ai envie de conserver mon indépendance, mon intégrité intellectuelle. Pourquoi ces enjeux-là? Bien, soyons honnêtes et lucides. Les enjeux en recherche autochtone sont grands, sont énormes. Les implications sont énormes, pas seulement pour les revendications territoriales, où les questions historiques sont principalement abordées et qui impliquent des millions, mais sinon des milliards de dollars. L'implication est énorme. Pas seulement pour les revendications territoriales, mais aussi la recherche anthropologique plus fondamentale. On le sait, les nations autochtones ont beaucoup donné. Malheureusement, ils n'ont pas toujours reçu autant en retour. Et là, je voudrais insister un petit peu sur l'impact de la recherche sur les populations autochtones d'aujourd'hui. Peut-être plus particulièrement pour la discipline histoire, parce que c'est dans ce domaine-là que j'œuvre depuis 15-20 ans maintenant.
En gros, on le sait, les Autochtones souhaitent faire partie des processus des recherches historiques qui les concernent. Comme tout autre peuple, d'ailleurs, ils ont le droit et ressentent la nécessité de définir leur image et de raconter leur histoire. Je pense que c'est légitime. Je ne pense pas qu'on peut leur enlever ça. Par contre, quelque chose qu'on dirait qui n'est pas toujours considéré par les historiens, c'est que ce sont des populations vivantes. C'est d'une simplicité et d'une évidence que je m'apprête à dire, mais je veux le rappeler parce que je ne sens pas que mes collègues historiens le considèrent. Ce sont des populations présentes et vivantes sur le territoire, avec leurs intérêts, leurs besoins réels et actuels. On dirait que parfois les historiens considèrent que c'est un sujet qui est passif, lointain, neutre, donc que leur perspective actuelle les historiens n'a pas d'impact sur les populations vivantes. Et pourtant, on le sait, en tout cas c'est ma conviction, l'histoire, ça touche l'identité, la perception, l'affirmation de soi, l'affect, l'émotionnel, au-delà de l'aspect purement intellectuel. Donc, la façon dont est racontée l'histoire a non seulement un impact sur notre compréhension du passé, évidemment, mais à mon sens, elle définit aussi en partie la place réelle ou symbolique que nous avons, ou en tout cas qui nous est faite dans la société. Et pour moi, ce n'est pas anodin, ça. La fameuse notion de neutralité de l'histoire, il y a certains qui y croient encore, moi je ne l'accepte pas. Et je le dis ouvertement, j'accepte pleinement la subjectivité de l'histoire en tant qu'interprétation du passé. Les faits du passé sont nécessairement objectifs. Un fait s'est produit. Mais l'interprétation qu'on en fait, par contre, ne l'est pas. Je crois qu'on fait toujours l'histoire dans un but. On veut démontrer quelque chose. Donc, si on fait une sélection de faits, il y a nécessairement une subjectivité qui s'injecte dans la réflexion et dans le produit final. Et ça, je pense qu'il faut le considérer. Quand un homme, le classique, un homme blanc d'un certain âge, fait de l'histoire avec un grand H, bien sûr, il aime croire qu'il est émancipé de sa propre positionnalité et réflexivité en tant que chercheur. Et malheureusement, il semble que le public aime le croire aussi. C'est rassurant pour certains. On veut que ces intellectuels-là confirment nos croyances et nos convictions. Il n'y a pas eu de colonialisme au Québec. Il n'y a pas eu de pensionnat. S'il y en a eu, c'était différent. C'était moins pire ici. Les Québécois, on les aimait, les Indiens, dans le temps de la Nouvelle-France. Ou c'est de la faute à Ottawa. Tous ces genres de raccourcis-là qui permettent de nier, finalement, certaines réalités. Or, qui permet la diffusion de ce savoir-là, ce savoir historique, académique, intellectuel? Bien, c'est nécessairement ceux qui contrôlent le financement. On l'a mentionné, l'indépendance de la revue plus tôt ce matin. Les éditeurs, les directeurs, les ministres de l'Éducation. Donc, il y a nécessairement un rapport de pouvoir qui est présent et qui dicte, finalement, en quelque sorte, ce qui sera publié et diffusé et ce qui ne le sera pas. Je pense qu'il faut pouvoir le reconnaître. Ça fait partie des enjeux des rapports de pouvoir. Je pense qu'il faut être suffisamment honnête, lucide, transparent pour reconnaître ces enjeux-là. Personnellement, je l'ai vécu. Dans une situation en particulier, il y a un texte que j'ai rédigé, et je nomme pas de maison d'édition, pas de revue, pas rien, parce que le but, c'est pas de pointer quelque chose, plutôt d'affirmer une réalité que j'ai vécue. Mais sur un texte dont j'étais assez fier, et vous pouvez deviner sans doute le sujet, quand je l'ai publié chez un éditeur francophone, j'ai senti qu'on a tenté d'atténuer certains faits. On a tenté de diminuer mon engouement. Alors que quand j'ai publié le même texte, version allongée, chez un éditeur anglophone, je n'ai pas rencontré cette résistance-là. Je ne donnerai pas plus de détails, c'est inutile, je ne veux pas cibler quelque chose, mais je voulais juste souligner que ces rapports-là existent. Vous le savez sans doute aussi, j'espère. Sinon, je vous l'annonce. Je blague. Et là, sérieusement, je ne veux pas choquer personne, je ne veux pas tenter de vous convaincre non plus, et je considère qu'on est entre amis et que je partage mes observations seulement. Mais j'ai remarqué au fil des dernières années que l'approche, que l'historiographie
rédaction des textes en histoire anglophone canadienne, semble plus avancée dans certaines approches. C'est quelque chose que j'ai remarqué, et je prends toujours l'exemple des Hurons-Wendat parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, et aussi parce que je préfère ne pas parler pour les autres. J'ai remarqué que les Hurons-Wendat historiques, c'est-à-dire l'histoire des Hurons-Wendat, est souvent plus favorablement décrite dans le monde anglophone. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Moi, je pense que non. Si vous voulez croire que oui, ça vous appartient. Mais personnellement, j'ai envie de dire que peut-être que c'est inconscient, mais je crois que certains chercheurs ou peut-être que ces chercheurs-là, ontariens, anglophones, peu importe, sont davantage émancipés d'un certain poids politique de l'histoire au Québec. C'est mon feeling, ça serait ma théorie, ou mon hypothèse, on va dire. Je remarque que des chercheurs, et là je peux les nommer, Ruth Phillips, que vous connaissez peut-être, Annette de Stetcher, je pense qu'elle a déjà publié chez Recherche amérindienne, Thomas Peace, Catherine Maggie Labelle, je sens qu'ils redonnent la gentilité aux Hurons-Wendat, notamment, en relisant les sources d'un autre œil. J'ai remarqué que pendant qu'ils font leurs travaux de recherche en histoire, ils viennent consulter certaines personnes de la nation Huron-Wendat, dont moi-même, ils viennent valider leurs hypothèses. Je n'ai jamais vu ça dans la recherche historique au Québec. Je ne l'ai jamais vécu. Peut-être que ça se fait, tant mieux si ça se fait, mais je trouve qu'en termes d'approche, c'est vraiment intéressant. Annette de Stetcher est allée même plus loin. Elle a fait une thèse de doctorat monumentale qui va être publiée bientôt chez McGill Queens. Et non seulement elle est venue expliquer son travail à Wendake, mais elle est venue déposer une copie de toute sa base de données. Elle travaille sur la culture matérielle Huron-Wendat à travers le monde. Elle est venue redonner sa base de données à Wendake et est venue expliquer comment l'utiliser. Donc, en termes de retour à la communauté, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et c'est quelque chose qui semble manquer du côté de l'histoire. Peut-être qu'en anthropologie, ce sont des concepts que vous maniez un petit peu plus ou encouragez davantage, et tant mieux. Pour revenir au fameux rapport de pouvoir que je soulignais en ce qui a trait à la diffusion du savoir scientifique, je tiens à souligner que toute la pertinence et l'importance de recherche amérindienne au Québec. À l'ère de la démocratisation des publications sous toutes ses formes, avec Internet surtout, et dans une période où les opinions comptent, ou en tout cas semblent valoir autant que les faits objectifs et scientifiques, et où les sensibilités semblent exacerbées ou encore sont perçues comme étant de valeur égale aux faits, je trouve que Recherche amérindienne au Québec est toujours aussi pertinent, sinon d'autant plus. Oui, c'est important de changer nos pratiques, nos méthodologies, nos approches et de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, mais je crois que c'est faux de prétendre que tout s'équivaut et qu'une opinion vaut un fait ou qu'une mauvaise démonstration est pertinente. Moi, je suis un grand défenseur d'un maintien d'un haut standard quand vient le temps de publier des textes, et je suis un grand défenseur aussi du système de revue par les pairs. Et je trouve que c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est ça, je voulais souligner que la revue Recherche amérindienne réussit de maintenir un haut standard de publication. Je vais revenir sur mon titre. Je parlais de Huron-Wendat, historien, mais il y a aussi le troisième temps, si on veut, thème conservateur. Conservateur, je suis effectivement conservateur et on pourrait se demander, ben oui, en fait, c'est un historien, Huron-Wendat, qui se bute à certaines résistances et qui observe des rapports de pouvoir, qui s'insère maintenant lui-même dans des structures de pouvoir, en quelque sorte, puisque je travaille dans des institutions de mémoire qui diffusent le savoir historique et académique au public. C'est une belle plateforme, une belle visibilité. Et qu'est-ce que ça donne, finalement? Quels sont les résultats de cette présence-là, de cette voix-là autochtone au sein des institutions? Eh bien, selon un membre du comité consultatif qui a commenté les textes que j'ai rédigés pour la section sur l'histoire autochtone récente de la Salle de l'histoire canadienne au Musée canadien de l'histoire, sur lequel j'ai travaillé de 2015 à 2017, cela a résulté en une section
totally biased. C'est ce qu'il a dit. Ben, il parle en anglais. Je ne sais pas s'il l'a dit sous ce ton-là, mais moi, quand j'ai lu son commentaire, c'est comme ça que je l'ai entendu. Donc, cette section-là serait, selon lui, totalement biaisée en faveur des Autochtones. Est-ce que vous pensez que j'ai pris ça comme un reproche ou comme un compliment? Pour moi, c'était juste « Good job, Jonathan ». Tu fais une bonne job. Pour moi, c'était ça. Pourquoi? Bien, parce que j'ai voulu permettre aux voix et perspectives autochtones, canadiennes, parce qu'on est dans une institution canadienne, d'être entendues, d'être lues par des millions de visiteurs. Le Musée canadien de l'histoire, c'est extrêmement populaire. Donc, je voulais que ces voix-là soient entendues entre les murs d'une institution dont les fondements mêmes sont issus d'une période coloniale, qui a vu les Autochtones se faire déposséder systématiquement de leur territoire, de leur culture, de leur spiritualité, de leur mode de gouvernance, de leurs enfants, jusqu'à leurs ossements. Et je pense qu'on y est arrivé, dans la mesure du possible et avec les moyens qu'on avait, bien entendu. Et on a fait la même chose au Musée McCord, où je travaille maintenant. On a une nouvelle exposition qui s'intitule « Voix autochtones d'aujourd'hui, savoir, trauma, résilience ». Une exposition que, si vous ne l'avez pas visitée, bien entendu, je vous invite à la visiter. Dans cette exposition-là, tous les textes ont été rédigés au « nous ». C'est le « nous » qui parle. Et le « nous », bien, ce sont les Autochtones d'aujourd'hui qui s'expriment sur leur histoire, sur leur présent, mais aussi sur leur aspiration du futur. Tous les objets qui sont exposés proviennent de la collection du Musée McCord, mais ils ont été sélectionnés par Jean Saint-Onge, que peut-être certains connaissent, un Innu, en fonction de ce que les objets lui disaient, lui inspiraient. Donc, une démarche autochtone, si on veut, de compréhension des choses. Hein. Donc, ce n'est pas la voix du musée qui s'exprime, et ça veut dire que ce n'est pas ce symbole d'autorité-là, hein, que représente le musée, qui s'exprime. Cette voix-là du musée, elle est pratiquement effacée, finalement, puisqu'on a voulu donner les voix aux Autochtones. On peut s'attendre à ce que ces perspectives-là vont nécessairement aller à l'encontre de ce qu'on a dit sur les Autochtones pendant des décennies, des générations, des siècles même. Mais n'est-ce pas ça aussi le but? On veut, en tout cas c'est mon objectif, renverser une historiographie qui nous a constamment défavorisés, relégués au second plan comme accessoire du grand récit national. Alors, ça va déranger, c'est certain, ça dérange déjà. Et j'ai envie de dire que ça dérange aussi au sein d'une revue comme Recherche amérindienne au Québec. C'est normal, le changement il est souvent inconfortable. La remise en question de nos convictions, de nos acquis, c'est inconfortable. Accepter de faire de la place et de céder du pouvoir, parce que c'est ça aussi, décoloniser. Mais ça, c'est inconfortable. Donc, c'est normal que ça fasse réagir. Puis, j'ai envie de dire même que c'est nécessaire. Ça va déranger. Si ça ne dérange pas, peut-être que c'est parce que ce n'est pas suffisant. Et en revanche, on pourrait dire que de toute façon, le maintien d'un statu quo est inconfortable pour les Autochtones. Donc, il faut que le changement se produise. Se faire décrire, se faire étudier, se faire dépeindre selon l'interprétation et la compréhension de l'autre, c'est inconfortable et ça devient fatigant. Et je vais utiliser l'exemple des Hurons-Wendat. Il y a des mots-clés qui reviennent toujours. Hein? Réfugiés, docile, convertis, métissés, sauvés par les Jésuites. Ces mots-là, ça nous enlève notre agentivité, notre capacité d'agir, notre pouvoir de décider, notre souveraineté. Il faut s'en dégager. Je pense qu'il y a moyen de dire autre chose. Je pense qu'il y a moyen de présenter ces faits-là différemment. Je parle pour les Hurons-Wendat, mais je suis certain que ça s'applique pour les autres nations, les Inuits, les Atikamekw. Il y a toujours eu le regard qui a été posé de l'autre sur nos réalités. Dans les institutions où je travaille désormais, malgré les discours et les bonnes intentions, on sent de la résistance. On sent de la résistance, on sent que de laisser aller l'autorité, ça peut être difficile pour certains. Et aussi, il y a certains réflexes qui reviennent, hein, parce que c'est toujours ça. Moi, je dis souvent que la décolonisation, ça ne sera jamais une finalité. On ne pourra jamais dire « nous sommes décolonisés » et là, c'est réglé. Ça sera toujours un processus à long terme. C'est une façon de changer les choses qui va s'opérer
pour des années, sinon pour toujours. Et ces fameux réflexes-là, ben, moi-même, j'y échappe pas, hein, parce que c'est pas parce qu'on est un historien qui vient d'une communauté autochtone qu'on fait toujours bien les choses. Je veux dire, j'en ai fait des erreurs. On pense que nos idées sont bonnes, et en soi, elles le sont. Hein, alors, on planifie d'avance, on élabore un plan, et là, ensuite, on va vers les individus et communautés pour leur demander si elles veulent participer à notre projet. Et c'est ça, souvent, l'erreur qu'on fait. Je me souviens, Christian, on s'est rencontrés il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ici à Montréal, et je lui parlais d'un projet d'exposition qu'on était en train de développer quand je travaillais au Musée d'Histoire, puis il me disait « Explique-moi pourquoi je participerais. Qu'est-ce que j'en retire, moi? Pourquoi je mettrais mon temps, mes ressources, mes énergies dans ton projet? » Et c'est ça l'erreur souvent qu'on fait, c'est qu'on veut que les gens participent à notre projet plutôt que de le développer à la base avec eux. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ce changement-là, les institutions? Peut-être en théorie, mais dans les faits, cette façon-là, totalement différente de travailler, c'est anxiogène, hein, parce que ça a un impact majeur sur notre calendrier de production, sur les budgets, sur les fonds alloués. Il faut consulter beaucoup plus d'avance. Et ensuite, bien, il y a la bureaucratie d'une institution. Plus elle est grande et plus elle est lourde à bouger. Donc, ce manque de flexibilité-là n'est pas en bonne équation avec le fait de transiger, travailler, négocier avec des êtres humains. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Bien, c'est tellement plus simple de rien changer. Hein? Oh, mon Dieu. Oui, il y a ce manque de flexibilité-là, mais il y a le manque de temps aussi, comme je disais, le calendrier qu'il faut respecter. Manque de ressources. Mais il y a le manque de savoir-faire aussi. Les institutions ne sont pas totalement sensibilisées, ou non, il me semble qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. L'intention peut être bonne, mais ils n'ont pas les outils. Et pourtant, des outils, il y en a de plus en plus qui sont élaborés. On pense à la boîte à outils de l'UQAT, par exemple, qui ont sorti une version récemment. Le petit guide de la grande concertation de la boîte rouge vif, qui est vraiment inspirant en termes de méthodologie. Il y a les protocoles éthiques de la Société historique canadienne. Alors, il y en a plein. Les outils sont là. Mais il y a autre chose aussi, et ça, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est la crainte du partage de l'autorité. Ça, je l'ai ressenti dans les institutions où j'ai travaillé. On le sent. Même dans les projets de collaboration, il y a des tensions pour que l'institution... On sent que finalement, au cours de l'élaboration du projet, il y a comme une reprise du pouvoir de l'institution. C'est comme si à un moment donné... Je ne sais pas. C'est comme si à un moment donné, il y avait cette crainte-là, c'est le mot qui me vient en tête, et où on n'est pas prêt à laisser aller complètement. Dans certains cas, on réussit, mais ce n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours être à l'affût, il faut toujours être sur nos gardes pour ne pas que cette reprise de pouvoir-là se produise. Une autre difficulté qu'on rencontre, les institutions, c'est de trouver le bon interlocuteur. Les institutions se décolonisent de plus en plus. Hein? C'est le mot qui est populaire ces temps-ci. Les institutions ont entendu l'appel. Il y a eu plein de commissions d'enquête nationale qui le disent depuis au moins les années 90. Donc, il y a un besoin de travailler en collaboration, de faire la place aux Autochtones. Mais les individus et les communautés autochtones ne sont pas toujours automatiquement au rendez-vous. Pour des raisons évidentes, hein, parce que souvent, ils ne sont pas encore prêts, sont encore aux études. Les étudiants, par exemple, sont en formation, sont sursollicités. Je veux dire, vous le savez comme moi, les communautés reçoivent des centaines de demandes de toutes sortes continuellement qui s'ajoutent à leur propre programme, à leur propre responsabilité pour desservir leur population, donc avec des ressources et des moyens très limités. Et aussi, bien, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Je veux dire, moi, si je travaille dans une exposition, dans un musée pour une exposition, et que je contacte une communauté qui, malheureusement, n'a pas d'eau potable à donner à ses citoyens, bien, c'est certain que je ne serai jamais leur priorité. Donc, ce sont tous des enjeux qui font en sorte que l'inclusion des voix autochtones au sein des institutions, il y en a d'autres, hein, mais ce sont parmi des enjeux qu'on rencontre au sein des institutions. Petite question. Oui.
Est-ce que tu considères les Iroquois du Saint-Laurent, documentés par l'archéologie, être des Hurons? Wendat. Euh, moi, je, comment je dirais ça? Moi, oui, je suis un membre de la nation Huron-Wendat et je travaille pour la nation Huron-Wendat quand je peux. Mon allégeance va à la nation Huron-Wendat, mais je ne suis pas aveugle, je ne suis pas naïf. Et je viens aussi de la science, dans le sens de l'histoire, et je suis au courant des résultats de recherche par l'archéologie, la linguistique, l'histoire, les traditions orales. Et donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas mon opinion de fait là-dessus. J'ai décidé peut-être de ne pas pousser davantage et de ne pas me faire une opinion claire. Je sens que c'est pas encore clair. Pour certaines personnes, ça semble l'être, et pour d'autres, ça semble être tout à fait autre chose. Et moi, je suis pour le compromis, je suis pour la discussion, et présentement, je suis ouvert à ce qu'on ait cette discussion-là. Mais moi, personnellement, je n'ai pas pris encore de position. Ceci étant dit, je suis conscient que l'ancien grand chef de Wendake poussait énormément dans cette direction-là, et que donc il y avait nécessairement une forte injection de politique dans le savoir académique. Et ça, moi, c'est certain que je ne suis pas à l'aise avec ça, puisque je crois, comme je disais tout à l'heure, en la discussion, je crois au savoir académique, et je ne trouve pas que la politique devrait venir influencer les résultats scientifiques. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais je fais la distinction parce que, non, mais c'est important de le faire parce que des fois, on voit ça dans les journaux, hein. Les Hurons, blablabla. Oui, mais attention, là. Quand François Legault dit quelque chose, est-ce que c'est l'ensemble des Québécois qui sont derrière lui? Non. Tu sais, il y a des positions comme ça. Donc, si Conrad Sioui dit quelque chose aux journalistes, bien, Conrad Sioui a dit quelque chose aux journalistes. Les journalistes devraient le rapporter comme ça, plutôt que de dire que l'ensemble des Hurons, qui n'ont pas été consultés, pensent comme le grand chef, finalement. Merci. Une brève intervention. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, votre présentation. Moi, j'ai été en quelque sorte surpris quand vous avez dit que l'image des Hurons-Wendat dans le milieu francophone était plutôt négative. Je vous explique pourquoi ma surprise. J'ai passé les étés de mon enfance, c'était l'été merveilleux, à Wendake, plutôt en banlieue de Wendake, parce que mon oncle était le fils d'une dame l'aînée et d'un monsieur Théberge. Elle avait donc perdu son statut d'Indien en épousant un non-Indien. Mais lui, c'était la culture de Wendake qu'il y avait autour. Et moi, j'étais assez content de savoir que c'était des Hurons, parce que dans les livres de Farley Lamarche, que Sylvie Vincent et Bernard Arcan ont étudié, on nous présentait de façon assez simple, les autochtones. Il y avait d'une part les bons Hurons. Eux autres étaient tout habillés avec des vestes à franges et il y avait des tresses. Il y avait les méchants Iroquois avec la hure et en général à moitié tout nus. Alors c'est là qu'on pouvait, il y avait le tomahawk à la main, bon, le massacre de la Chine, on s'en souvient. Donc, et j'ai été surpris parce qu'à 15 ans, dans un voyage avec mes parents aux États-Unis, on allait dans un musée de l'État de New York, petit musée de province, et là on apprend que les Hurons, que les Français étaient des envahisseurs, etc., et qu'alliés avec les Hurons assoiffés de sang, ils se déversaient sur la Nouvelle-Angleterre, où les bons Iroquois, alliés des Anglais, essayaient vainement de se défendre. Alors donc, c'était ça la caricature. C'est pas caricaturé, c'est vraiment ce qu'on avait à l'époque. Et donc, j'avais protesté au nom du guide. J'ai dit, écoutez, c'est une autre chose que j'ai appris. Moi, il n'avait pas fait attention aux commentaires. Maintenant, comment peut-on, est-ce qu'on aurait passé de cette version simpliste, du bon Huron, allié des Français, méchant Iroquois, à tout à coup une version du méchant Huron? Est-ce que c'est lié aux revendications récentes ou c'est lié... Vous sembliez mentionner que c'était présent dans la littérature anthropologique ou historique. Oui, mais dans ce cas-là, c'est que les Hurons étaient les ennemis des Anglais. Donc ils sont nécessairement méchants. Mais en fait, c'est mon point. Mon point, c'est qu'on ne contrôle jamais finalement
qui on est. On est toujours décrit dans le regard de l'autre. Mais ça, c'est un bon exemple que vous donnez. Ici, les Hurons, alliés des Français depuis toujours, bien, on les aime, ils sont gentils. Mais les Américains, les Anglais trouvent qu'on est méchants. Mais c'est sûr, si on tue leurs gens, ils vont juger qu'on est méchant. Mais non, mais en fait, vous confirmez ce que je disais, mais je trouve ça intéressant comme perspective. Je ne savais pas que j'étais méchant, finalement, d'un point de vue des Anglais américains. Mais pourquoi ici, on s'amuse à dire qu'ils sont justement dociles et métissés? Mais je pense que c'est parce que ça sert un propos. Je pense qu'ici, au Québec, dans une incertitude foncière, hein, quand on dit que le territoire n'a jamais été cédé par voie de traité avant la baie James de 1975, mais ça rend certaines personnes insécures, qui peuvent se sentir illégitimes sur le territoire. Donc, que des gens viennent revendiquer le territoire, et ça les insécurise, je pense. Et ensuite, bien, donc, il faut les délégitimer. Ah, mais vous êtes des réfugiés, donc vous ne pouvez pas revendiquer le territoire. Ouf, une chance, parce que ça aurait coûté cher à la région de Québec. Ensuite, ah, mais vous êtes tellement métissés que vous n'êtes plus des Indiens. Ça, on l'entend tellement souvent. Puis, encore une fois, je vais nommer personne, mais moi, je connais quelqu'un que j'ai fréquenté souvent dans les centres d'archives, qui, lui, s'amuse à conclure ses articles de cette façon-là. Les Indiens, les Hurons, ce n'est plus des Indiens, ils sont trop métissés, c'est son point. Mais maintenant, il travaille au gouvernement provincial sur les dossiers autochtones. Donc, c'est pour ça que je parle de rapport de pouvoir, c'est pour ça que je parle de perspectives qui influent sur les gens vivants aujourd'hui. Bien, moi, c'est un petit commentaire à faire rapidement. Bien, deux petits commentaires. Premièrement, c'est ce que disait Pierre Bocage. Effectivement, je me souviens, à l'âge de 7 ans, je pense, pour l'Halloween, je m'étais déguisé en Indien avec des plumes colorées de différentes couleurs achetées à Ganawake. Et puis, mon père m'avait dit, bien là, tu as l'air d'un Iroquois. Il dit, non, je suis un Huron, je suis un bon Indien. Donc, bon, voyez. Deuxièmement, rapidement aussi, par rapport à la question de Laurent Giroir. Effectivement, j'ai travaillé à Wendake pendant 7 ou 8 ans sur un projet de langue. Et puis, Jonathan, on s'est connus à ce moment-là. Et j'ai publié des choses, moi, concernant sur la préhistoire de ce projet de langue, la perte de la langue, tout ça, en montant jusqu'à l'histoire du 17e siècle. Et comme j'ai la chance de ne pas être un historien, d'être un anthropologue, j'ai pu écrire, moi, ce que je voulais écrire, c'est-à-dire ce que j'entendais de plusieurs Wendat, qui, et moi, que j'appelle la culture populaire dedans, disant que oui, que parmi les... Puis là, je demande à personne de juger ça, ce n'est pas de l'histoire scientifique, mais que parmi les Hurons ou Wendat qui sont revenus, enfin, qui sont venus à Québec en 1649, 1650, il y avait probablement des gens qui descendaient des personnes qui étaient là à Stadacone quand Jean Cartier était allé, qui s'étaient retirés vers l'ouest, tout ça, qui avait abouti là, avec... qui s'est devenu des gens de la Confédération Wendat, de la Huronie, aujourd'hui ontarienne, de la baie Georgienne, et mais que, bon, c'est tout ce qu'on peut dire, je veux dire, on ne sait pas, il n'y avait pas d'archives à ce moment-là écrites, donc on ne peut pas le prouver, mais que c'était une possibilité, même peut-être probablement une probabilité. C'est tout. Merci beaucoup.